Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, c'est le quart d'heure américain. Nous passons en revue quelques temps forts et moments importants de l'actualité économique et politique américaine avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas avec nous à distance en visioconférence. Et bienvenue Pierre-Yves, bonsoir, merci d'être avec nous. Et je vous propose de commencer par l'actualité politique parce que c'est sans doute l'homme qui est la surprise politique des dernières semaines aux États-Unis, Zoran Mamdani, qui a peut-être aujourd'hui toutes les cartes en main pour devenir le prochain maire de New York. Oui, Zoran est arrivé. Il fallait la faire, je l'ai faite, ça y est. Zoran Mamdani, 33 ans, barbu, sympathique, excellent organisateur, champion des campagnes numériques, qui gagne les primaires démocrates avec 44% des suffrages. Qui est socialiste et il en est fier, il le dit, il le proclame, qui est traité de 100% malade mental communiste par Donald Trump, un New-Yorkais qui compte quand même dans la politique américaine. Zoran Mamdani qui a écrasé le candidat de l'establishment démocrate dans ses primaires, candidat qui n'était autre que Andrew Cuomo, fils du gouverneur Cuomo, lui-même ancien gouverneur qui a été évincé en 2021 suite à une avalanche de plaintes pour harcèlement sexuel, pas moins de 11 plaintes pour harcèlement sexuel qui l'ont contraint à démissionner et qui comptait faire un comeback complètement raté. Alors pourquoi est-ce que Wall Street s'inquiète de l'élection de M. Mamdani? Parce que c'est un socialiste qui a décidé qu'il fallait augmenter les impôts des riches et que New York, une fois de plus, se retrouve exposé au risque d'exode de ses plus riches citoyens qui ont les moyens et l'envie de partir et qui sont déjà partis et en assez grand nombre. N'oublions pas que depuis la sortie du Covid, New York n'a toujours pas récupéré la population qu'elle avait perdue. Mamdani a fait une excellente campagne qu'il a centrée avec intelligence sur le problème numéro un de la jeune génération de New-Yorkais, qui est le coût de la vie absolument épouvantable, en particulier le coût du logement. Et il propose tout simplement de durcir encore le gel des loyers, de créer des épiceries publiques, c'est-à-dire opérées par des fonctionnaires de la ville, qui vendront des produits alimentaires moins chers que les méchantes épiceries opérées par le secteur privé, qui veut rendre gratuit les garderies d'enfants, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre que celui qui a les enfants paiera, c'est-à-dire ceux qui travaillent à Wall Street, les riches, et qui veut également rendre gratuits les autobus. Donc tout ça a beaucoup plu, a fait gagner ses primaires de manière spectaculaire par M. Mamdani, mais promet, s'il est élu en novembre, de sérieuses complications fiscales, car non seulement Wall Street et tout le milieu des affaires qui avait soutenu Andrew Cuomo s'est trompé, a misé sur le mauvais cheval. Andrew Cuomo est en fait un has-been et qui n'a toujours pas compris qu'il n'avait pas d'avenir politique et qui a l'intention de se maintenir comme candidat indépendant. Donc tout se complique pour la politique new-yorkaise. Autre complication, c'est que même si M. Mamdani est élu, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut faire, parce qu'il doit tout de même rendre des comptes à la gouverneure de l'État de New York, qui est certes démocrate, certes relativement progressiste, mais ne veut pas non plus qu'un socialiste vienne détruire la grande pomme. C'est avant tout de la politique new-yorkaise, comme vous le dites très bien, Pierre-Yves, ou est-ce que pour un parti comme le Parti démocrate, il y a des enseignements et un signal à retirer du positionnement et j'allais dire, de la capacité à l'emporter d'un Zoran Mamdani? Non, il y a des leçons très importantes que le Parti démocrate doit retirer de l'échec cuisant d'Andrew Cuomo, l'échec cuisant d'Andrew Cuomo, l'échec cuisant de Kamala Harris, l'échec cuisant de Joe Biden. Il y a un moment où le Parti démocrate, dans son establishment, et des gens qui financent le DNC, doivent ouvrir les yeux sur la réalité du quotidien des Américains, chose que Donald Trump a compris. Et peut-être que le succès de M. Mamdani, ce n'est pas simplement le succès d'un
d'un socialiste, mais c'est aussi, et c'est compatible, le succès d'un populiste. Et est-ce que la politique américaine est en train de basculer pas simplement à droite, mais aussi à gauche dans le populisme? Le New York Times s'en inquiète, le Washington Post aussi. Ils ont compris tout le danger qu'il y avait pour le Parti démocrate, d'une part à se comporter comme un parti de dinosaures, c'est le mot employé par les éditoriaux du New York Times. Oui, j'ai lu les éditoriaux du New York Times, vous vous rendez compte. Je ne recule devant aucun sacrifice. Professionnel jusqu'au bout, Pierre-Yves. Voilà. Attention de ne pas trop miser sur les dinosaures. Andrew Cuomo était un dinosaure. Mike Bloomberg, qui connaît quand même New York, qui a été maire de New York, est un homme d'affaires exceptionnel, qui est quelqu'un de fin. Et pourquoi a-t-il donné des millions à Andrew Cuomo? C'est quand même stupéfiant. Il y a un vrai problème. L'électorat ne suit plus l'establishment des partis. L'électorat est à capter. Et ce basculement peut compliquer beaucoup la vie du Parti démocrate, de même qu'il a beaucoup compliqué la vie du Parti républicain, qui maintenant est devenu un parti trumpiste. À propos de républicains, et pendant que la vie politique new-yorkaise est en ébullition, le Congrès et le Sénat, plus précisément, est peut-être à quelques heures d'un vote historique pour la grande et belle loi budgétaire de Donald Trump. Je dis bien peut-être parce qu'il y a toujours quelques récalcitrants encore à convaincre en dernière minute, côté républicain, Pierre-Yves. Alors, Donald Trump a dit qu'il fallait que toute cette affaire soit réglée le 4 juillet. Il a raison d'imposer une date butoir, parce que s'il ne le fait pas, les choses vont traîner. Pour autant, cette date butoir est patriotique, certes, mais elle est symbolique, et rien n'empêcherait le Congrès de traîner davantage au cours de l'été avant de voter une version de cette méga bill qui comprend en gros l'essentiel des promesses électorales de Donald Trump, c'est-à-dire la reconduction des baisses d'impôts qui vont expirer à la fin de l'année si elles ne sont pas reconduites, baisses d'impôts qui avaient été votées en 2017, et puis de nouvelles baisses d'impôts, l'élimination de la taxation des pourboires, l'élimination de la taxation des heures supplémentaires et des crédits supplémentaires pour protéger la frontière américaine et organiser l'éviction et l'expulsion des immigrés. Tout cela est dans la balance. On est en train de voter en ce moment au Sénat. Peut-être que le projet qui fait maintenant 940 pages sera adopté dans la nuit ou demain matin. S'il ne l'est pas, tout va se compliquer. Rappelons le rapport de force, il est important. En gros, les républicains ne peuvent pas se permettre d'avoir plus de 3 défections. À la 4e défection, la loi ne passera pas au Sénat. Et ensuite, ce projet de loi, s'il est adopté de justesse, doit passer à la Chambre des représentants, car il a été modifié par rapport à la version qui avait été initialement adoptée par la Chambre. Et là, de nouveaux problèmes. Pourquoi? Parce que les républicains, sur leur gauche et sur leur droite, ont des arguments contre cette loi. Les plus conservateurs d'un point de vue fiscal et budgétaire considèrent qu'on va encore faire exploser l'endettement. Et d'autres sur la gauche et les centristes du côté républicain pensent que l'on va trop loin dans certaines économies dans le programme social Medicaid. Bon, si jamais la loi était votée là dans les prochaines heures, comme le demande Donald Trump, le programme de Trump aura quand même sacrément avancé au bout de 6 mois, Pierre-Yves. Ah, effectivement, s'il réussit le 4 juillet ou quelques jours plus tard, ça sera un grand succès. Horrible petit détail tout de même qu'il ne faut pas oublier de mentionner, dans ce paquet de 940 pages que le leader de la minorité démocrate du Sénat a exigé que l'on lise, tenez-vous bien, on a commencé à lire à 11h du soir, ça s'est terminé à 3h de l'après-midi. Il y a le relèvement du plafond de la dette. On va toucher le plafond de la dette mi-août probablement. La version du Sénat prévoit 5 000 milliards de plus pour relever ce plafond. Et il faut absolument que d'une manière ou d'une autre, ce plafond soit relevé si l'on veut éviter la catastrophe thermonucléaire d'un défaut de l'oncle Sam.
On verra. Peut-être que tous les problèmes peuvent être réglés d'un coup avec la signature, le vote de cette loi et la signature officielle du président d'ici vendredi et la fête de l'indépendance américaine. Merci beaucoup Pierre-Yves. On vous retrouve chaque lundi, évidemment, en direct, vous le savez, dans Smart Bourse à partir de 17h. Vous nous retrouvez à la télévision en rediffusion à 20h30 et bien sûr en rattrapage, en replay et podcast à l'heure qu'il vous plaira sur bismart.fr.